Bientôt un an de présidence Trump aux États-Unis. Qui est ce mâle dominant, impulsif, autoritaire, nostalgique d'une certaine Amérique? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Marie-Cécile Nave. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes docteur en sciences politiques, grande spécialiste des États-Unis, auquel vous avez consacré plusieurs livres, notamment Trump, l'onde de choc populiste, c'était en 2016. Et aujourd'hui, Donald Trump, la revanche de l'homme blanc, aux éditions textuelles. Alors avec vous, on va essayer de comprendre qui est Donald Trump, comment il fonctionne, ses tweets à répétition, ses déclarations impulsives. Est-ce que c'est de l'improvisation ou au contraire le résultat d'une stratégie politique assumée? En moins d'un an, en tout cas, Trump a remis en cause une bonne partie de l'héritage de Barack Obama et brouillé, le mot est sans doute faible, l'image des États-Unis dans le monde. Avant d'en parler avec vous, Marie-Cécile Nave, on va rejoindre notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors un an après son arrivée à la Maison-Blanche, que pensent aujourd'hui les Américains de leur président ? Écoutez, lors de l'investiture de Donald Trump, les États-Unis étaient un pays très divisé entre l'Amérique des grandes villes, plutôt démocrate, assommée par la défaite d'Hillary Clinton, et puis l'Amérique des petites villes, des campagnes, qui a largement voté pour Donald Trump. Un an après, l'Amérique reste profondément divisée, avec la résistance des grandes agglomérations. On le voit notamment sur le climat. Plusieurs municipalités ont pris des mesures pour contrer la décision de Donald Trump de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. On le voit sur l'immigration encore. Des maires refusent de collaborer avec le gouvernement pour traquer les sans-papiers dans leur ville. Et puis il y a cette Amérique des petites villes et des campagnes qui guettent la moindre décision du président américain qui pourrait les sortir de leur marasme économique, ces régions minières, du charbon ou des industries lourdes. Donc il y a toujours deux regards bien différents sur l'administration Trump aujourd'hui. Une question un peu difficile, Elisabeth. Si l'élection avait lieu demain, Trump serait réélu aux États-Unis ? Écoutez, c'est une bonne question. Quand on regarde les sondages, Donald Trump est au plus bas, 35 à 36% d'opinion favorable, un record d'impopularité pour un président américain en début de mandat. Mais quand on regarde dans le détail, sa base électorale lui reste fidèle. D'ailleurs, Donald Trump fait tout pour conserver cette loyauté. À chaque fois qu'il parle, il parle à cette base électorale. Et puis, vous savez, l'économie américaine se porte très bien. Le taux de chômage avoisine les 4% seulement. Wall Street bat des records à la hausse. Donc, aux États-Unis, quand l'économie va bien, eh bien, c'est bon pour l'administration américaine en exercice. Alors la question se posera évidemment différemment s'il y a la moindre crise économique et financière. Mais pour le moment, c'est sûr, Donald Trump bénéficie d'un excellent contexte économique. Est-ce qu'on pense, Elisabeth, ce sera ma dernière question, que Donald Trump a brouillé d'une certaine manière ou affaibli l'image des États-Unis à travers le monde ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que les alliés des États-Unis sont pour le moins déconcertés par cette administration. Ils ne comprennent toujours pas ce que signifie vraiment l'America First, l'Amérique d'abord sur la scène internationale. Les relations avec la Grande-Bretagne, le plus vieil allié des Américains, est au plus bas. Les relations avec les Européens sont fragiles. En Asie, le Japon et la Corée du Sud ne sont plus tellement assurés que les Américains sont des alliés fiables pour leur sécurité. On ne comprend pas bien la politique étrangère au Moyen-Orient. Et puis l'Afrique se retrouve oubliée, voire insultée. On le voit avec le dernier dérapage de Donald Trump sur l'immigration. Donc pour le moment, sur la scène internationale, on ne comprend pas bien et les alliés sont très perturbés par l'administration actuelle. Merci Elisabeth Guedel en direct de New York. Alors je vais vous poser la même question à Marie-Cécile Nave. L'image et la crédibilité des États-Unis, vous pensez qu'elles sont affaiblies par la première année de présidence Trump ? Oui, les États-Unis sont de plus en plus isolés sur la scène internationale, comme l'a dit votre correspondante, en partie parce qu'on ne comprend pas quelle est la stratégie diplomatique de Trump. C'est vrai qu'à part une stratégie à très très court terme, qui est largement alimentée par un storytelling de la combativité, de l'adversité, de l'unilatéralisme, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire au Moyen-Orient en particulier. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'il se met à dos un certain nombre de pays et de chefs d'État en considérant que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent imposer leurs lois, en particulier en revenant sur des accords qui ont été négociés à plusieurs, comme l'Iran et comme l'accord de Paris sur le climat. Notamment par son prédécesseur Barack Obama, on a l'impression qu'il essaie de détruire tout ce qui a été fait par son prédécesseur. Mais qui est cet homme de 71
91 ans, qui apparemment est en bonne santé, hein, s'il faut en croire le communiqué de l'hôpital militaire qui l'a examiné. Dressez-nous un peu son portrait en quelques mots. Donald Trump, tous les observateurs, les spécialistes s'accordent à dire que c'était une personnalité narcissique, égocentrique, très peu au fait des dossiers, qui n'aime pas se plonger dans la complexité des dossiers. Moi, j'ai coutume de dire qu'il était content de gagner. C'est pas forcément l'avis de Wolf qui a fait son livre Fire and Fury, mais moi je pense qu'il était content de gagner, mais qu'il ne voulait pas gouverner, parce que gouverner, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est se confronter aussi à la complexité administrative, bureaucratique, qui sont un certain nombre de garde-fous de la démocratie. Voilà, c'est une personnalité qui finalement ne correspond peu à un chef d'État tel qu'on a l'habitude de le voir, et qui est, deuxième point, extrêmement peu préparé sur un certain nombre de dossiers, notamment la diplomatie. Il y a une incompétence assez importante sur la diplomatie, et il est mal entouré sur ce dossier-là. Votre dernier livre s'appelle La revanche de l'homme blanc. De quelle revanche de Trump est-il le nom ? Alors c'est un livre qui analyse la présidente Trump au prisme du genre, c'est-à-dire de la masculinité hégémonique, à la fois dans sa politique intérieure, dans sa politique étrangère, et dans la communication, dans l'iconographie, la mise en scène du pouvoir Trump. En fait, Trump donne des gages à une petite partie de l'Amérique, parce que c'est une petite partie de l'Amérique qu'on appelle, que le sociologue Michael Kimmel a appelé les angry white men, les hommes blancs en colère, qui ont du mal avec l'égalité femmes-hommes, qui ont du mal avec le multiculturalisme. Un homme viril, blanc, hétéro, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est un peu un retour aux années 50, en tout cas dans le discours et dans un certain nombre de décisions, comme si on pouvait conjurer une évolution à la fois démographique et sociétale inévitable. Comme si le monde n'avait pas évolué depuis là. Voilà, où le patriarcat blanc, finalement, avait tous les pouvoirs, où l'Amérique était fermée sur elle-même, où il n'y avait pas encore eu les lois contre la ségrégation, où il n'y avait pas encore eu le féminisme, et c'est complètement décalé par rapport à la réalité. Alors on le sait, donc le président est imprévisible et provocateur. On va revoir une série de déclarations, brièvement, parfois surprenantes, de la part d'un président des États-Unis, faites par Donald Trump donc ces derniers mois, un florilège rassemblé, vous allez voir, par Paul de Villepin et Adrien Quintard. From this day forward, it's going to be only America first. I went to an Ivy League college. I was a nice student. I did very well. I'm a very intelligent person. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Hillary Clinton lied many times to the FBI. Nothing happened to her. Flynn lied and they destroyed his life. I think it's a shame. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. We respect our flag. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Alors ces déclarations viriles, c'est plus qu'un style, on dirait que c'est une mise en scène de lui-même. Bien sûr, c'est une mise en scène de lui-même qui correspond à un storytelling politique qu'il entretient, et dans lequel il se sent bien, je pense, qui est beaucoup de l'ordre de la communication incantatoire. Mais cette communication incantatoire, elle produit des effets, puisqu'elle divise un peu plus le pays entre les différentes classes sociales, entre les minorités et les blancs, entre les hommes et les femmes. Et finalement, je crois que Trump se nourrit du chaos, se nourrit des clivages, parce qu'il apparaît comme étant un peu le héros, le sauveur, et comme aussi une personne qui ne craint pas l'adversité, qui ne craint pas les ennemis. Il se nourrit du chaos, peut-être qu'il le crée lui-même. Il l'entretient, oui, bien sûr, il l'entretient. On le voit dans la politique étrangère, si on peut parler de politique cohérente, en tout cas dans la politique étrangère, on voit que c'est quelqu'un qui met en péril les équilibres régionaux, avec par exemple la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Parlons par exemple de ce qui s'est passé dernièrement avec les pays africains, et avant-hier les pays africains, Haïti, donc il a parlé de ces pays
pays de merde. Vous pensez que c'est voulu, que c'est délibéré pour quelque part flatter l'électorat anti-immigration aux États-Unis ? Oui, je pense que c'est pas complètement fortuit. D'ailleurs, il n'a pas vraiment démenti ce qu'il a dit, ça participe de cette volonté, oui, de chaos. Et ça montre aussi une méconnaissance assez grande en fait des enjeux de l'immigration, des enjeux géopolitiques et du type de personnes qui se rendent aux États-Unis et notamment l'immigration de travail qui a toujours fait les États-Unis. Les États-Unis sont un pays d'immigration et ça, il semble l'oublier. Ça veut dire qu'il ne se tient pas compte de l'impact que ces déclarations peuvent avoir. Il cible d'abord ses propres électeurs. Il raisonne à court terme, en fait, Trump. C'est pas quelqu'un qui a une stratégie de long terme. On le voit sur à peu près tous les sujets. Il raisonne à court terme et finalement, il voit un peu ce qui se passe. Et son objectif premier, je crois, c'est qu'on parle toujours de lui. Ouais. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Il est toujours dans la lumière. C'est lui qui fait l'agenda médiatique. C'est lui qui fixe le tempo, l'agenda. Oui, parce qu'on est obligé de tout le temps réagir à ces provocations, à sa vulgarité en parole. Et finalement, ça a aussi l'avantage de détourner l'attention, et notamment l'attention des médias, des gros problèmes des États-Unis et de son gros problème à lui, qui est l'enquête du procureur Mueller sur la campagne électorale de 2016. Est-ce que c'est un homme dangereux ? On a dit qu'il était mentalement peut-être dérangé. Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il est dangereux ? Je suis incapable de vous dire s'il est fou. Je ne suis ni psychiatre, ni je l'ai examiné. Et j'ai envie de vous dire, à la limite, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de voir les effets que produit Trump par sa politique, les décrets qu'il prend, les rares lois qu'il arrive à faire voter, et aussi par les discours et les paroles qu'il a, qui produisent des effets qui occasionnent des dynamiques de rejet, de haine. Il y a une recrudescence du racisme, il y a une recrudescence du sexisme aussi aux États-Unis. Les effets, c'est la division toujours plus forte des Américains. Oui, voilà, et c'est un petit peu, entre guillemets, son fonds de commerce. Oui. Un mot, la même question que j'ai posée à Elisabeth Guedel. Vous pensez que si l'élection avait lieu demain, il serait réélu ? Ça dépend face à qui. C'est vrai que pour l'instant, au niveau démocrate, il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas de leader qui émerge. Peut-être Kamala Harris, sénatrice de Californie, peut-être. Mais on parle beaucoup de personnalités de la société civile, notamment du divertissement. Ça prouve que le Parti démocrate vit un grand désarroi. Il n'a pas de programme clair. Il n'a pas de leader qui émerge. Si c'était Hillary Clinton, peut-être que serait-elle comme en 2016 confrontée au gros problème qui l'a fait perdre, qui est l'abstention massive de l'électorat démocrate. C'est extrêmement difficile de répondre. On aura un test important avec les élections de mi-mandat de novembre prochain. On vous réinvitera pour en parler. Merci Marie-Cécile Naves d'être venue Merci à vous. Parler de Donald Trump aujourd'hui dans le 64 minutes.